Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Dialogue Vitam Action climatique et équité en santé. Donc, je suis Laetitia Baird, je suis candidate au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval et je serai en charge de modérer ce Dialogue Vitam aujourd'hui. Donc, les Dialogues Vitam sont une initiative de Vitam, le centre de recherche en santé durable qui est situé à Québec et qui est affilié à l'Université Laval et au SUS de la capitale nationale. Les dialogues sont des rencontres virtuelles destinées à tous les citoyens et citoyennes, organismes communautaires, actrices et acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, chercheurs et chercheuses et étudiants. Elles ont pour objectif d'échanger dans un contexte interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt de la santé durable, à partir de la recherche et des connaissances provenant de la pratique et de l'expérience citoyenne des usagères et des usagers. Avant de passer la parole au modérateur du dialogue, aujourd'hui, quelques rappels sur le bon déroulement. Donc, officiellement, la durée de l'activité est de environ 1 heure, donc jusqu'à 13 heures. Toutefois, nous vous invitons à rester pour continuer les échanges dans un contexte plus informel avec nos invités jusqu'à 13h30. Veuillez noter que l'activité sera enregistrée et diffusée en ligne. Tous les micros et les caméras seront désactivés pour la première partie des échanges et pourront être réactivés pour la deuxième période, qui est la période de discussion. Pendant celle-ci, vous serez invité à lever la main via le bouton et nous prendrons les interventions une à une. Quand on vous aura accordé la parole, vous serez invité à ouvrir votre caméra et votre micro pour partager votre intervention. À tout moment, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions ou réagir aux interventions des panélistes. Sans plus attendre, je vais maintenant laisser la parole à notre animateur, Monsieur Jean-Pierre Després, qui est directeur scientifique à Vitam, le centre de recherche en santé durable. Bon dialogue. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette introduction. Notre modératrice vedette à Vitam, c'est très généreux de ta part. Alors, on m'a demandé d'animer ce dialogue qui va porter sur les actions climatiques et l'équité en santé. Alors, si vous êtes déçus, ça va être dû à l'animateur, certainement pas aux panélistes, parce qu'on a des panélistes de grande qualité aujourd'hui. On va avoir des conversations très, très intéressantes sur un sujet important d'actualité. Je veux saluer tous les citoyennes et citoyennes qui assistent à ce dialogue. Vous savez qu'à Vitam, c'est dans nos gènes de faire avec la population plutôt que pour la population. Donc, votre participation à l'ensemble des activités de Vitam, c'est très cher à notre cœur. Par ailleurs, un petit rappel sur une définition très, très populiste de la santé durable, hein, un esprit sain dans un corps sain, dans des milieux de vie, dans des environnements sains, sur une planète en santé. Alors, on voit que le sujet dont on va traiter aujourd'hui est très pertinent à des dimensions de cette santé durable qui est un concept de plus en plus populaire, discuté ici au Québec. Alors, maintenant, sur le plan des objectifs de cette activité-là, ben, on espère que les participants seront en mesure d'identifier les liens entre les changements climatiques, la santé, l'équité en santé dans cette perspective de santé durable, d'identifier des domaines d'action climatique en lien avec la santé et l'équité en santé, aussi de reconnaître les opportunités d'agir, les pistes d'action, tant au niveau individuel que collectif. On aura des questions pour nos panélistes là-dessus, sur le climat pour l'équité et la santé, puis d'identifier des outils pour favoriser l'intégration de l'équité en santé dans l'action climatique. Alors, sans plus tarder maintenant, j'aimerais présenter nos panélistes. Dans un premier temps, il est en Suisse et il nous a dit tout à l'heure qu'il faisait très beau et chaud à Lausanne. On est un petit peu jaloux. Alors, on a le docteur Nicolas Sen, qui est médecin-chef département de médecine de famille à Unisanté, un centre très inspirant pour nous ici à Vitam. Il est vice-doyen aussi en durabilité et infrastructure à la faculté de biologie et de médecine à l'Université de Lausanne en Suisse. Bonjour Nicolas, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. On a aussi Tierno Diallo, qui est chercheur à Vitam et qui est professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières, qui aura beaucoup aussi à dire sur le sujet. Bonjour Tierno. Bonjour Jean-Pierre, merci de l'invitation. On a, et ils m'ont bien dit d'insister qu'ils étaient ici à titre, dans un premier temps, en plus de leur rôle, de leurs activités, qu'elles étaient ici à titre de citoyennes. Alors, on a Camille Saint-Étienne, qui est étudiante à la maîtrise en santé publique à l'Université Laval. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde, contente d'être là.
Et Audrey-Anne Després, puis on n'est pas parents de la fesse gauche ou de la fesse droite, là, il n'y a pas de lien de parenté entre nous, qui est agente, elle m'a dit de bien insister ici à titre de citoyenne dans un premier temps, mais aussi agente de planification, de programmation de recherche à la direction de la santé publique dans notre CIUS de la capitale nationale. Bonjour Audrey-Anne. Bonjour, merci de l'invitation et merci à tout le monde d'être ici avec nous. Alors, vous savez aussi, dans un premier temps, j'aimerais y aller d'une question toute simple. C'est la passion qui nous anime dans nos activités quotidiennes. Et j'aimerais faire un premier tour de table pour savoir, on va commencer par Camille. Qu'est-ce qui t'anime par rapport à ce sujet-là, Camille? Qu'est-ce qui m'anime? Alors, pour vous faire un bref récap, j'étais infirmière en France et j'étais assez frustrée quand j'étais étudiante qu'on ne m'ait jamais parlé de climat et des liens qu'il y avait avec la santé. Et c'est fait que je me suis dit, ah, mais je pense que c'est vraiment important et j'ai décidé de reprendre mes études. Et comme c'était pas suffisant pour moi, j'ai décidé de continuer de m'impliquer. Donc, je suis dans des associations, je fais plein de choses dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir agir pour qu'on ait une planète en santé. Vraiment, ça, c'est ce que je souhaite pour tout le monde et que je fais au quotidien. Merci, Camille. Audrey-Anne, de ton côté, avec tes deux chapeaux. Oui, moi, c'est sûr qu'en tant que professionnel de la santé, c'est tous les co-bénéfices à la santé qu'il peut avoir avec l'action climatique, que ce soit des mesures en verdissement, qui a des bienfaits sur la santé en lien avec la qualité de l'air, mais aussi créer des îlots de fraîcheur. On fait aussi plus d'activité physique quand c'est plus vert autour de nous. L'aspect aussi du transport en commun, de la mobilité active, qui a des co-bénéfices sur la qualité de l'air, sur le bruit. Mais qu'est-ce qui m'anime aussi, c'est toute l'initiative qui part des citoyens puis qui part du milieu communautaire, qui ont aussi énormément de co-bénéfices pour la santé et la réduction des inégalités sociales de la santé. Et qui a aussi des co-bénéfices sur le sentiment d'appartenance, mais aussi la cohésion sociale qui sont vraiment essentielles pour faire face, oui, à la crise climatique, mais à toute autre crise qu'on peut subir de façon directe ou indirecte. Puis dans les autres exemples qu'on peut avoir en termes d'initiatives citoyennes, on peut parler des jardins communautaires, l'initiative de glanage, donc d'aller dans les champs récupérer les denrées alimentaires pour éviter le gaspillage alimentaire, l'initiative citoyenne de protection des milieux naturels, mais aussi en termes de mobilité. Et c'est quelque chose que je fais moi de mon côté en tant que citoyenne, donc m'impliquer au sein d'initiatives citoyennes à Lévis en lien avec la mobilité durable et qu'au bénéfice sur ma santé mentale, d'être en lien avec des gens qui ont aussi à cœur ce sujet-là me fait beaucoup de bien personnellement. Fait que les motivations sont nombreuses, on comprend, Audrey-Anne. On va aller en Suisse maintenant. Nicolas, j'aimerais que tu racontes pour le bénéfice des gens qui ne te connaîtraient pas ici au Québec, quand même un médecin qui se préoccupe de ces enjeux-là. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire ce constat-là, puis à être finalement un des leaders mondiaux du domaine, là? Je ne veux pas te lancer de fleurs comme ça, mais on va mettre un peu de pression sur toi. Tu es quand même un leader mondial du domaine. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ouais, merci pour les fleurs mondiales, je ne sais pas, mais je pense qu'au départ, il y a peut-être une frustration, c'est-à-dire une frustration de voir que dans le système de santé, dans les services de santé, on est très, très centré sur la personne, en faisant complètement abstraction que la personne, elle vit dans un univers qui est fait d'un environnement naturel, d'un environnement construit. Et en fait, ces éléments-là jouent un rôle beaucoup plus important pour la santé des gens que juste les soins qu'on va prodiguer de façon très curative. Donc, je pense que un peu une frustration au départ, aussi probablement un accélérateur, un peu comme le disait Audrey-Anne. En fait, dans la société civile, on nous a quand même pas mal mis le doigt sur le fait que on doit commencer à s'activer sur les questions d'environnement, sur les questions de changement climatique, sur les questions de perte de biodiversité. Et puis finalement, si je reviens au système de santé, on voit que le système de santé a lui-même un impact qui n'est pas négligeable sur l'environnement, sur le changement climatique. Par exemple, sur les émissions de CO2, c'est un des plus gros contributeurs, même en tout cas en Europe et en Occident en général, au changement climatique. Donc il y a quelque chose à faire dans notre propre maison pour changer un petit peu les choses et faire que notre système de santé soit un peu plus compatible avec un environnement sain et pas contribuer au mal qu'on va par ailleurs essayer de soigner par derrière. Donc je dirais que c'est d'élargir nos horizons à d'autres
ce qu'on appelle des déterminants de la santé, pas seulement nos déterminants individuels, ce qu'on soigne dans le système de santé, mais les déterminants beaucoup plus larges, notamment en lien avec l'environnement. Je dirais quelque chose comme ça. Puis à quel moment ça t'a frappé dans ton cursus de formation où tu t'es dit, là, il y a vraiment quelque chose, il faut aller dans cette direction-là, là, parce que c'est pas suffisant? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'à bas bruit et de façon un peu inconsciente, c'était quelque chose qui m'intéressait comme ça de loin. J'ai travaillé pendant pas mal d'années en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où là, les dégradations environnementales causées par les humains étaient extrêmement importantes, et ça m'a un peu sensibilisé à ces questions-là, aux aspects de santé publique. Puis il a fallu quand même un certain nombre d'années pour qu'il y ait notamment les mouvements citoyens climatiques, et les jeunes, ont été vraiment des moteurs en fait de ces changements. Mes enfants ont fait partie de ces changements-là. Donc, je pense que ça a été vraiment des activateurs de dire maintenant, il faut passer à l'acte. On est bien gentil dans ce qu'on fait, mais en fait, on va suivre un peu ce que font les citoyens. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un peu un deux temps, une espèce de reconnaissance un tout petit peu inconsciente de ce qui se passait autour de nous, puis des mouvements citoyens qui nous ont vraiment montré l'exemple de dire, dans notre domaine, on peut aussi faire quelque chose. Merci, Nicolas. Tierno, de ton côté, tu as trempé dans la soupe très, 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 très tôt, de par les fonctions que tu as eues aussi, les responsabilités puis les travaux que tu as faits dans le passé. Qu'est-ce qui a démarré tout ça pour toi? Merci Jean-Pierre. En fait, je rejoins aussi ce qui a été dit par les autres panélistes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les évaluations d'impact sur la santé, notamment toutes les approches à travers les déterminants de la santé. Et ce qui m'a surtout amené dans ça, c'est que je me suis dit, ça fait un moment quand même qu'on parle des risques climatiques. J'ai pas l'impression que les choses bougent. Et je me suis dit, il faudrait peut-être s'intéresser à l'action climatique pour voir comment on pourrait faire bouger les choses, notamment du côté de la santé, parce que ça a été évoqué par Nicolas. Je pense que la crise climatique, c'est aussi une crise sanitaire. Il faut se dire clairement les choses. Et l'action climatique, justement, peut aider à améliorer la santé à la fois des différentes communautés, mais notamment des communautés en situation de risque ou désavantagées. Je pense qu'on va revenir au cours du panel, au cours des échanges sur ces questions-là. Mais je me suis dit, il faudrait peut-être prendre le problème dans un autre sens et voir comment l'action climatique pourrait constituer une opportunité en termes de santé et peut-être essayer de faire passer le message à travers ça et pour s'inscrire vraiment dans une transition qui soit juste et qui soit équitable. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu fondamental parce que les risques, on l'a suffisamment abordé. Je pense que les impacts, on les connaît très bien. Mais ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'on peut avoir des avantages très intéressants en agissant sur le climat pour la santé et pour la planète. Et moi, c'est ça qui me motive et c'est ça qui me donne envie d'aller de l'avant. Donc, changer vraiment le discours, prendre le bout de la corde du côté positif et mettre ça sur la table pour voir comment ça peut amener justement les différents acteurs à cheminer ensemble. J'ai une formule que j'aime bien, qui est une formule qui est utilisée par le mouvement Climat, Santé, Action. C'est sauver le climat pour sauver des vies. Voilà. Et c'est clair qu'à cet effet, il y a d'immenses inégalités sociales en termes, comme vous l'avez mentionné. C'est bien, on a fait un premier tour qui était quand même assez rapide. Ça va nous laisser plus de temps pour aborder le deuxième volet où il y a beaucoup à dire, puis on ne réglera pas tout aujourd'hui en une heure, là, mais justement, ces domaines d'action climatiques qui ont un impact sur la santé et particulièrement en lien avec ces immenses inégalités sociales en santé. Je commencerai peut-être par toi, Nicolas. Mais si Nicolas n'est pas là, on va commencer par Tierno dans un premier temps. C'est comme à la télévision en direct, là. Alors, vas-y, Tierno, comment parce que c'est un morceau qui est quand même central à notre dialogue aujourd'hui. Puis tu y as fait allusion, là, cette question-là des inégalités. Où tu vois les cibles, je dirais, à court terme et peut-être à moyen terme? Merci Jean-Pierre, c'est une question très importante et je pense d'ailleurs qu'il faut mener conjointement la lutte contre les inégalités sociales de santé avec celle sur les changements climatiques. Parce que quand on regarde en fait
les populations, les groupes qui sont touchés par des inégalités sont aussi ceux qui sont les plus sensibles ou les plus exposés aux aléas climatiques. C'est les mêmes, finalement. En tout cas, sensiblement les mêmes, je dirais. Je peux citer des exemples, hein, personnes âgées, personnes avec un certain revenu, les enfants, certaines catégories de travailleurs, donc il y a une liste, certaines personnes avec des maladies chroniques. Donc, c'est des personnes qui sont à risque des effets des changements climatiques sur la santé, qui sont touchées par des inégalités sociales de santé. Donc, si on veut agir en faveur, disons, pour lutter contre le climat, il faut que ces actions-là prennent en compte les réalités des communautés désavantagées ou touchées par des inégalités sociales pour se mettre dans l'idée d'avoir des stratégies gagnantes-gagnantes, c'est-à-dire des stratégies à la fois qui vont contribuer à protéger le climat et qui vont contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. Mais pour cela, pas très facile à faire, hein, parce qu'il faut imaginer que dès la conception ou la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements climatiques, qu'il y ait une intégration des préoccupations de ces communautés-là. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que vous aviez dit, Jean-Pierre, lors de votre première prise de parole, c'est qu'il faut essayer de construire avec ces communautés-là et pas pour ces communautés-là. Et pour ça, il faut les impliquer et de lutte contre les changements climatiques et qui pourraient être bénéfiques pour la santé. Il faut s'assurer aussi d'une répartition, je dirais, équitable des bénéfices de la transition. Parce que la transition, si elle est juste, si les actions sont très bien conçues, peuvent avoir des bénéfices, mais il ne faudrait pas que ces bénéfices-là soient dirigés vers un certain groupe de citoyens et un autre qui se sente lésé. Donc, il faut avoir une répartition équitable pour s'inscrire dans une transition juste, justement, en matière de changement climatique. Et je pense que les réflexions actuellement sont menées par plusieurs acteurs hein, sur ces questions-là. Les questions de co-bénéfices ont été évoquées, ça fait partie des réflexions. Les différentes stratégies qui sont mises en place ici par les CIUS, etc., intègrent cette dimension-là. Je ne vais pas commencer à aborder les outils qu'on peut utiliser parce que je sais que ça viendra dans les discussions, dans la suite des discussions, mais on a des outils qui nous permettent justement de mieux intégrer ces communautés dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques pour permettre justement d'avoir aussi des gains qui seraient intéressants. Et d'ailleurs, le fait de les impliquer, ça va multiplier ces bénéfices, justement. Et c'est pour ça que les citoyens, de les faire participer en amont à ces actions-là, c'est très, très important. Et je pourrais donner des exemples d'actions dans la suite de la discussion. Alors, Nicolas est de retour. Je mentionnais, on est comme à la télévision en direct. Là, de temps en temps, on a des ennuis techniques, puis on gère ça, ce n'est pas un problème. La question qu'on avait à ce stade-ci, Nicolas, c'est quelles sont les grandes cibles que tu vois? Est-ce que c'est, puis juste donner, je vais lancer quelques thèmes en l'air, mais après, j'aimerais peut-être que tu leur donnes une hiérarchie, au moins que tu nous soulignes qu'est-ce que tu considères qui est peut-être le plus critique, le plus urgent, avec toute l'expérience que tu as, tu sais, la cohésion sociale, les aménagements du territoire, la mobilité, l'environnement naturel, les enjeux économiques, les inégalités en matière d'économie, d'éducation. Qu'est-ce que tu vois comme grande cible là, sur ton tableau d'indicateurs pour un peu adresser ces enjeux-là d'inéquité en matière d'action pour affecter le climat et la santé publique? Ben, je pense que pas mal de choses ont déjà été évoquées par Tierno. Ce que j'aimerais évoquer, voilà, disons, si on prend le bout de la chaîne, c'est-à-dire effectivement le constat, on le connaît, quels sont les grands impacts, quels sont les grands secteurs d'impact sur le changement climatique, on les connaît, ils sont liés en général à la mobilité, ils sont liés à l'alimentation, ils sont liés à une certaine mesure à la déconnexion avec l'environnement naturel. Quand on a dit ça, on reste encore dans quelque chose de très général. Et je pense qu'un des grandes erreurs ou un des grands facteurs d'inégalité, justement, comme le mentionnait Tierno, c'est de vouloir être trop centré sur des efforts individuels ou de se reposer sur des efforts individuels parce que ça va créer des inégalités. Et je pense qu'on doit vraiment aborder la question de façon structurelle, c'est-à-dire qu'on doit amener des mesures qui soient justes, comme le disait Tierno, mais qui touchent l'entier de la société. Si on veut que ce soit transformateur, on doit pouvoir soutenir les citoyens et les citoyennes dans leurs efforts. Un exemple qui n'est pas directement lié au climat, mais quand même, la question de la nutrition.
On parle de manger sainement, d'avoir accès à de la nourriture saine. Il y a des questions d'accessibilité qui sont en partie financières, qui sont en partie géographiques. Je me rappelle notamment d'une étude qui montrait qu'à Mexico, il y a des gens qui vivent pas à moins de 15 km du premier fruit ou du premier légume frais. Donc, la question de l'accessibilité est une question structurelle, ce n'est pas une question de choix individuel. Bien sûr, il faut amener les gens, et peut-être qu'on en parlera après, la façon dont on raconte des histoires. Il faut peut-être amener les gens à désirer des choses différentes parce qu'on est dans un monde, qu'on le veuille ou pas, qui nous fait désirer des choses qui vont probablement parfois à l'encontre des questions climatiques. Donc, la question de raconter d'histoires, du storytelling, comme disent les anglo-saxons, je pense que c'est un facteur extrêmement important de changement. Mais je dirais que d'avoir une approche structurelle, c'est-à-dire la question de l'accès, elle est primordiale pour tout. On en parle évidemment beaucoup pour les soins, mais pour les questions de mobilité, la question de l'accès, elle est indispensable. Comment faire que les gens puissent se passer d'un véhicule individuel s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas de possibilité de travailler proche de chez soi, s'il n'y a pas de transport public adéquat. Ces questions-là, elles sont fondamentales à adresser si on veut être équitable et si on veut être juste. Donc, je dirais que les mesures structurelles, pour moi, elles sont fondamentales, mais ça veut dire qu'il y a un rôle politique prépondérant des politiques de prendre des responsabilités, justement pour dire que ce n'est pas juste la responsabilité individuelle. On sait que sur la responsabilité individuelle, on ne va pas y arriver, même s'il y a plein de gens de très, très bonne volonté, on en connaît un certain nombre, c'est restreint à un petit pourcentage de gens qui ont envie de très bien faire et qui ont probablement des bilans carbone qui sont relativement bas. Mais malgré ça, s'il n'y a pas un changement entier de la société, avec des changements politiques, des changements qui se font au niveau politique, on n'arrivera pas à faire l'entier de la transformation comme elle est souhaitée. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'irais. Je demanderais peut-être à nos citoyennes avec leur statut double aussi, peut-être de réagir. Audrey-Anne, dans un premier temps, comment tu réagis à ce que tu entends de Tierno et de Nicolas? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je vais pouvoir poursuivre la discussion, entre autres avec certains éléments que Tierno a nommés avec l'outil de réflexion sur l'adaptation équitable. Donc, je vais y revenir plus tard. J'aimerais rebondir sur les propos de Nicolas, surtout en lien avec l'aspect de mobilité et d'aménagement du territoire. Il faut savoir que le transport, c'est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec, mais aussi en capitale nationale. C'est aussi associé à des conséquences sur la santé. Et c'est aussi le deuxième ou troisième poste de dépense des ménages au Québec selon les régions. Donc, ça a un coût sanitaire, un coût sur la santé élevé qui n'est pas inclus dans les coûts d'investissement dans le transport. Donc, c'est un peu des coûts cachés. Et ça a des coûts sur les revenus des ménages aussi importants. Et certains ménages vont donc devoir réduire certaines dépenses essentielles en lien avec l'alimentation peut-être, ou en lien avec le logement ou le loisir, pour pouvoir se déplacer dans la structure de transport qu'on connaît actuellement, qui est très basée sur l'auto-solo. Donc, il faut leur donner des alternatives. Il faut investir au niveau des transports alternatifs à l'auto-solo. Il faut aussi proposer des aménagements favorables aux déplacements actifs ou collectifs. Il faut aussi peut-être réfléchir à l'usage qu'on fait de notre territoire et comment on distribue, on partage qu'on partage en fait l'aménagement pour peut-être donner plus d'espace à d'autres usages comme le verdissement. On pourra parler de l'environnement naturel, des milieux naturels, du verdissement aussi, mais aussi à des types cyclables, des trottoirs assez larges pour que tout le monde puisse le pratiquer, peu importe leur âge, si on poussette, si c'est des aînés, etc. Je pense que la mobilité, ça a un levier important en action climatique, en santé, mais aussi sur l'aspect d'équité, surtout dans un contexte qui va possiblement avoir une augmentation des coûts des véhicules. Et si on se poursuit des coûts aussi au niveau des investissements avec l'entretien récurrent du réseau routier. Merci Audrey-Anne, de beaux exemples. Camille? Merci en tout cas pour ce que vous avez apporté, je trouve ça vraiment inspirant. Il y en a un qui résonne particulièrement chez moi, c'est l'accès à la nature. Donc comme tu disais Audrey-Anne, d'apporter plus de mobilité durable, ou Nicolas, il a amené aussi l'accès à la nature, parce qu'en effet c'est vraiment bénéfique pour soi, ça diminue le stress, on développe aussi sa capacité d'émerveillement quand on va en nature, et c'est ce qui nous fait aimer un petit peu plus ce qu'il y a autour de nous. Et en effet, comme on disait, c'est un mouvement collectif, l'action climatique. Il y a l'aspect individuel qui est vraiment important, c'est de comprendre que ce qui nous entoure est vraiment important et qu'il faut le protéger.
mais il y a aussi l'aspect collectif. Et si tous ensemble, on développe cette perception d'aimer ce qui nous entoure, collectivement, on va agir pour en prendre soin. Et qui sait, on va se mettre à être plus, comment dire, dans l'action pour prendre de la mobilité durable, s'investir dans des actions plus collectives structurantes. Mais je pense que déjà, aller se promener de temps en temps, ça peut faire du bien au mental et nous rappeler d'où on vient. Merci Camille. Moi, je suis arrivé évidemment sur le tard dans toutes ces réflexions-là. Je n'ai absolument pas la prétention d'avoir de l'expertise dans ces domaines-là, mais je me nourris effectivement de l'expertise de gens comme Thierno et Nicolas et aussi des commentaires que j'ai des citoyens et des citoyennes à la grandeur du Québec, parce que de par la nature de mon travail, ça fait plusieurs milliers maintenant avec lesquels j'ai ces conversations citoyennes-là. Question pour toi, Nicolas, à cet effet, c'est que je réalise qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui font des choses très, très pertinentes, qui vont avoir de l'impact sur justement les enjeux de réchauffement climatique, qui réalisent, cela dit, moins à quel point ce qu'ils font a de l'impact sur la santé de la population. Est-ce que c'est un peu l'expérience que tu as en Suisse ou tu penses que vous êtes plus avancé que nous en matière de ce lien? Parce que ici, je vois qu'on a plein d'organisations avec lesquelles j'ai des échanges là, qui font des choses extraordinaires pour adresser, encore une fois, notre empreinte carbone. Mais je le rappelle, ce que vous faites là, ça a énormément d'impact sur la santé humaine. Puis ils réalisent, c'est vrai qu'on devrait en parler un peu plus. Et je vous dirais même, puis je ne veux pas être provocateur, là, mais même ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique ou qui sont sceptiques, quand on parle de santé, de la santé de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ils deviennent presque émotifs, là, et là réalisent, oh là là, OK, là, c'est plus de moi qu'on parle, c'est de la génération future. Alors, est-ce que c'est la même situation en Suisse ou vous êtes plus avancé que nous dans la perception populaire du lien entre le fait qu'on adresse ces enjeux-là environnementaux, on va avoir un impact sur la santé publique? Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est un point extrêmement important. Je ne pense pas qu'on est beaucoup plus avancé. Je pense qu'on a le même problème de silo sectoriel, c'est-à-dire qu'on a des secteurs qui travaillent sur l'énergie ou sur l'environnement et des secteurs qui travaillent sur la santé. Et ces silos ne travaillent pas tellement entre eux. Et ça, probablement, on arrive un peu au même constat, c'est que les gens qui travaillent sur le climat ne se rendent pas tellement compte, je dirais, de l'argument santé positif. On a même un discours, même sans aller chez les climato-sceptiques, on arrive à un contre-discours de dire, mais attention, la transition écologique va nous amener, va nous retourner aux cavernes et va nous amener de la mauvaise santé pour tous. On n'aura plus qu'une espérance de vie de 40 ans. Alors qu'on sait, c'est exactement le contraire. Et notamment, il y a des collègues français qui ont publié une étude il y a quelques semaines qui montre que si on fait ce qu'il y a dans les plans climatiques, on a une diminution nette de la mortalité de 1,5%. Ce qui est énorme. Hein, de mesurer en termes de mortalité, c'est des enjeux qui sont très importants. Donc là, encore une fois, ça nous ramène à la question du discours. Je pense qu'on n'est pas mieux en Europe et en Suisse que ce que tu mentionnes pour le Québec. Je pense qu'on a une espèce de dissonance comme ça entre des habitudes de travail sur les questions environnementales et sur les questions de santé. Et on paraît un peu, et Thierno connaît aussi bien ça, mais lui, il a fait le chemin dans l'autre sens. Il est arrivé de l'urbanisme à la santé. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Quand on commence à discuter avec ces gens-là, d'abord, ils sont surpris de dire, ah oui, j'ai quelque chose à faire avec la santé, moi, j'y connais rien, moi, je travaille sur l'aménagement du territoire. À l'inverse, des gens de santé disent, moi, j'ai rien à faire avec l'environnement, c'est pas mon domaine, moi, je m'occupe de la santé. Donc, d'instaurer ce dialogue, et évidemment, j'inclus les citoyens et les citoyennes là-dedans, et probablement que c'est peut-être la cheville ouvrière, en fait, qui fait le lien, parce que les gens, si moi je vois les patients et les patientes que je vois, eux, des fois, font le lien entre ces domaines-là. Nous, on n'a pas pris l'habitude de le faire. Donc faire le lien, faire dialoguer, en fait, ces différents domaines, c'est crucial. Et justement, changer le discours de dire la transformation écologique, la transformation, la transition de notre société, au contraire, elle va amener de la santé. Et on a de plus en plus d'études qui nous montrent que ça va dans le sens. Et je pense à une autre étude en Angleterre qui disait si on change simplement la façon dont on isole nos maisons, les systèmes de chauffage de nos maisons, ça va se transformer en un gain en santé qui est substantiel. Évidemment, les transports actifs, ça on connaît mieux, mais on ne pense pas du tout le fait d'isoler mieux sa maison, de chauffer moins, de changer de type de chauffage, que c'est en fait un gain de santé. Quoi. Et ça, je pense que ce dialogue est très important. Donc, je pense que tu mets le doigt sur un point qui est extrêmement important, le fait de faire connecter ces différents univers.
Merci, Nicolas. C'est rassurant de savoir finalement qu'on a encore du travail à faire de ce côté-là. J'avais la perception qu'on était très en retard par rapport à vous là-dessus. Tierno, toi, ta perspective, parce qu'effectivement, Nicolas l'a mentionné, tu arrives du milieu des environnements urbains, puis tu vas à la santé. Alors, tu fais le chemin inverse, mais quelle est ta perception par rapport à cette question-là que je pose, ce point-là que je soulève? Bah, je rejoins ce qu'a dit Nicolas. Nous, ça fait quand même quelques années, et à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais en Suisse. C'est pour ça que j'ai un peu les deux casquettes, où on essaye justement de briser ces silos qu'il évoque pour favoriser, promouvoir l'intersectorialité et faire en sorte que les acteurs qui œuvrent pour le climat travaillent en étroite collaboration avec ceux qui œuvrent pour la santé et puis dans d'autres domaines. En parlant d'exemple, dans la ville de Bâle, il y a 4 scénarios énergétiques qui ont été étudiés, 4 scénarios de transport qui ont été analysés par rapport à leur impact sur la santé, justement des scénarios qui s'inscrivaient dans une stratégie d'atténuation des changements climatiques. Et Nicolas a donné quelques exemples. Là, l'étude est arrivée à montrer qu'on pouvait réduire de 0,03% de décès prématurés si on augmente de 1% la pratique de la marche et du vélo dans la ville. Donc, on a de plus en plus maintenant, et on l'a fait aussi à Genève, ce type d'études où on a essayé de quantifier les bénéfices en termes de santé qu'on aurait sur l'utilisation de telle ou telle stratégie énergétique. Donc, on peut, à travers les domaines du chauffage, des bâtiments, le domaine de l'aménagement du territoire, le domaine du transport, on peut obtenir des gains de santé. Et de plus en plus, on essaie de les quantifier, justement, d'une part, pour montrer la valeur ajoutée de concevoir ces politiques ou ces stratégies avec les secteurs sanitaires, parce que c'est souvent ça souvent relève des secteurs non sanitaires d'une part, et d'autre part d'impliquer les populations dans ces stratégies qui sont élaborées. Pourquoi on essaie de les quantifier aussi? C'est pour sensibiliser les décideurs, pour leur montrer effectivement derrière, c'est pas seulement venir avec de belles paroles ou de belles phrases, mais il y a aussi un retour sur investissement par rapport à ces questions-là. Donc, on a différentes démarches qui existent pour favoriser justement la manière de briser les silos, notamment entre acteurs sanitaires et non sanitaires. Ça peut être quelquefois dit que c'est assez c'est contraignant, ça prend du temps, c'est procédural, etc. Mais en bout de processus, c'est quand même assez intéressant parce que on implique les communautés, on implique les populations dans le processus de prise de décision et on les fait participer justement aux différentes actions de lutte contre les changements climatiques qui vont contribuer à promouvoir leur santé et leur bien-être. Donc, on a un certain nombre maintenant d'études, pas beaucoup encore, je rejoins ce que Nicolas a dit, mais on a un certain nombre d'études qui ont été réalisées justement beaucoup sur je dirais, des stratégies d'atténuation, donc de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, pour essayer de voir finalement les gains, que ce soit au niveau des transports, de l'énergie, de l'agriculture, du logement, etc., et qui ont été publiés d'ailleurs dans des journaux scientifiques ayant une très bonne réputation. Donc, on a un certain nombre de données probantes, de données scientifiques qui montrent vraiment les liens entre ces études-là, ces actions-là qui sont prises dans le secteur climatique et les impacts ou les bénéfices qui peuvent en résulter en termes de santé. Mais ça supposait effectivement que les acteurs se mettent ensemble pour travailler ensemble, y compris les populations, les communautés qu'on essaie d'impliquer dans ces procédures-là. Et merci, Tierno. Puis je vois aussi, évidemment, dans les commentaires, là, qu'il ne faut pas demander non plus aux gens de faible niveau socio-économique de payer le prix pour ceux qui sont riches. Il faut appeler un chat, sont riches puis qui consomment énormément et puis qui contribuent à ce réchauffement planétaire-là. Puis là, on ne fera pas de politique partisane aujourd'hui, là, mais il reste que ça faut que ça fasse partie des conversations parce que la thématique d'aujourd'hui, ce sont ces inégalités là, en matière d'action climatique et d'impact sur la santé. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe ce qui m'intéresse moi particulièrement, concrètement. On fait quoi? On s'y prend comment? Et là, dans un premier temps, je vais inverser l'ordre des interventions. Je demanderai peut-être à Camille, dans un premier temps, d'y aller de ce qui lui vient à l'esprit spontanément. Ce qui me vient à l'esprit, c'est comme tu l'as dit, il faut en parler. Même autour de nous, que ce soit la famille, bon, les repas de famille, mais on va éviter les conflits même à Noël. Et d'ailleurs, il y a une des premières choses à faire, c'est éviter de faire culpabiliser.
peut-être que ça vous est déjà arrivé de ne pas être en accord avec mamie à table parce qu'elle avait un propos qui n'allait pas dans votre sens. Ça crée juste des conflits, personne n'est content, personne ne s'écoute. Même moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, une des choses à faire, c'est on attend que ça se calme, que la poussière retombe. Et ensuite, on retourne voir la personne et c'est dire, déjà, je m'excuse de t'avoir blessé, ce n'était pas mon intention. Et ensuite de ça, c'est quoi ton histoire? C'est quoi que tu voulais me transmettre en fait? Et souvent, on se rend compte qu'on a quand même des points communs. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une marche avec des personnes qui me disent ah, je me souviens à l'époque, il y avait de la neige qui dépassait les fenêtres ici au Québec, c'était impressionnant. J'ai dit ah oui, c'était comme ça, oh, c'est trop bien. Il me dit ah, c'est vrai que maintenant, ça l'est plus, on n'a plus de neige ici, beaucoup moins. Et je dis oui, oui, c'est en train de changer. On me parlait aussi à l'époque qu'on voyait des petits papillons de partout, on ne les voit plus maintenant. Et en fait, en revenant sur l'histoire des personnes, petit à petit, on arrive à les faire sensibiliser sur les transformations qu'il y a. Et ce que j'aime faire personnellement, c'est leur dire, à votre avis, on peut faire quoi maintenant? Ah, certains ils diront, bah, je sais pas, c'est plus pour les générations présentes. Et je leur dis, oh, mais vous savez, il y a une marche pour le climat là prochainement. Même là, je vous le dis, il y en a une le 22 avril si ça vous intéresse. On peut agir. Oui, il y a l'histoire du passé où on voit les transformations, mais on peut aussi commencer à s'impliquer à n'importe quel âge dès maintenant. Et si vous voulez, ça peut commencer dès le 22 avril. Merci, Camille. Audrey-Anne, de ton côté. Merci de l'invitation, Camille. Je pense qu'on va se voir. Je suis d'accord, la communication, une communication qui doit être adaptée puis compréhensive. Je pense qu'il y a eu un webinaire dernièrement sur la littératie. Donc, s'assurer que les messages qu'on porte en tant qu'acteur de santé publique, dans mon cas, soient compris par tous et que les messages vont être différents par rapport à qui qu'on s'adresse, que ce soit des groupes plus défavorisés versus favorisés. Nos objectifs de communication ne vont pas être les mêmes. Puis aussi dans une posture de positif, de valoriser le beau, sans tomber dans une naïveté, là, bien entendu. Puis sinon, nous, à la direction de santé publique, il y a 2 outils que j'ai goût de vous partager plus particulièrement, qui peut orienter aussi l'action climatique dans une perspective d'équité en santé. Donc, les changements climatiques, c'est gros. Des fois, on se demande par où commencer, mais on espère que les travaux qu'on a réalisés avec ça s'appelle les portraits de vulnérabilité au changement climatique, peut orienter les priorités en termes d'enjeux climatiques, que ce soit les populations qui sont plus désavantagées, plus touchées par les changements climatiques, mais aussi d'orienter sur c'est quoi qui doit être renforcé au sein d'une communauté. Donc, on n'est pas dans une optique de capacité à faire face de façon individuelle, on est vraiment dans une optique de qu'est-ce qui doit être autour d'un individu pour lui permettre d'y faire face. Donc, si on demande à chacun et chacune de se rafraîchir par temps chaud, l'effort nécessaire pour chaque individu va être vraiment pas pareil. Si tu as une piscine, si tu as l'air climatisé chez toi, ça va être très facile. Pour certaines populations, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un autre outil que j'ai goût de vous proposer aussi, ça a été co-développé avec la direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent, l'INSPQ, mais aussi le labo Climat Équité. C'est l'outil de réflexion sur l'adaptation équitable qu'on va pouvoir vous mettre, je pense, en lien. Et je rebondis sur certains propos que Tierno a nommés juste avant, mais c'est un outil qui propose un continuum, certaines questions qu'on peut se poser en tant que citoyen, en tant que professionnel de la santé, en tant qu'organisation décideur, et qui permet en fait de davantage prendre en compte la réalité des personnes touchées par les changements climatiques et désavantagées, qui permet aussi d'avoir des réflexions sur le processus quand on réfléchit à l'action climatique, donc de s'assurer d'intégrer les citoyens plus désavantagés, de faire un pas de plus, un effort de plus pour aller chercher leur voix, chercher leur réflexion de décision et assurément réfléchir à la répartition des bénéfices et des inconvénients de l'action climatique entre les différents groupes qui nous entourent. Donc, c'est un outil que j'ai goût de proposer de réflexion. Merci Audrey-Anne et Camille pour ces propos sages. Tierno, de ton côté, on fait quoi en priorité et comment? Ta perspective à toi. Merci Jean-Pierre. Moi, je travaille à la fois sur un concept et un outil. Donc, le concept, c'est celui de la santé dans toutes les
Donc, c'est mettre de la santé et l'équité dans toutes les politiques. Donc, c'est quelque chose qui est promu par l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, ils utilisent maintenant surtout le terme travailler sur les déterminants de la santé. Donc, l'idée, c'est d'intégrer des préoccupations de santé dans des politiques non sanitaires. On s'entend, comme l'a dit Nicolas, c'est pas quelque chose de facile à faire, notamment à travers les silos qui existent. Mais c'est une approche quand même qui est même ici au Québec, qui est assez bien développée à travers notamment la politique gouvernementale de prévention en santé, qui s'inspire beaucoup de cette approche de santé dans toutes les politiques. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les autres secteurs pour intégrer la santé et l'équité en santé dans la conception et la mise en œuvre des différentes politiques, mais c'est surtout de responsabiliser les décideurs des secteurs non sanitaires sur l'impact de leurs décisions sur la santé de la population. Et comme outil de mise en œuvre qu'on utilise, c'est la démarche d'évaluation d'impact sur la santé, qui a été d'ailleurs réalisée dans, je dirais, quasiment toutes les régions socio-sanitaires du Québec et qui est appliquée aussi en Suisse et dans plusieurs pays au niveau mondial. Et cette démarche, ben, elle permet d'une part d'évaluer les effets ou les impacts que peut avoir une politique ou une stratégie climatique, pas seulement le climat, mais là, comme on parle de climat, donc une politique ou une stratégie ou une action climatique sur la santé de la population, mais je ne dirais pas que c'est ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la deuxième partie de la démarche qui permet de regarder la distribution des effets de cette action climatique à l'intérieur de la population. Donc, quelles vont être les populations finalement qui vont être les plus désavantagées par une stratégie de rénovation de logements pour adapter le chauffage, par une stratégie de transport, par une stratégie liée à l'alimentation, au verdissement, etc. Avant la mise en œuvre de cette stratégie-là, l'idée, c'est d'appliquer cette démarche pour voir finalement, est-ce qu'elle ne va pas conduire à exacerber des inégalités sociales qui existent ou est-ce qu'elle va plutôt contribuer à renforcer ces inégalités-là? Donc, est-ce qu'il y aura des groupes qui seront les plus touchés? Et cette approche-là, c'est une approche vraiment qu'on essaie de promouvoir dans le cadre de projets de recherche, mais aussi d'expertise. On en a réalisé un certain nombre, y compris de stratégies provenant de la lutte contre les changements climatiques. Et en général, on essaie d'impliquer les communautés à différentes étapes de ce processus-là, justement pour prendre en compte aussi leurs besoins, leurs attentes et leurs recommandations sur ce type de stratégie, pour qu'en bout de processus, on débouche sur des stratégies, des politiques ou des actions pour lesquelles il y a une réflexion, il y a une intégration des priorités de ces communautés-là, parce qu'on parle de bénéfices pour la santé et pour le climat, mais si on ne tient pas compte des préoccupations et des réalités de ces communautés-là en amont, on va déboucher sur des actions, même si elles pouvaient être bénéfiques pour le climat, qui pourraient potentiellement poser des risques en termes de santé pour ces catégories de population. Et Audrey-Anne le sait d'ailleurs, actuellement, on mène ensemble un projet de recherche sur l'action climatique et les liens ou les relations qu'on peut observer avec les inégalités sociales de santé. Donc, c'est quelque chose un projet sur lequel on travaille actuellement et qui nous permettra justement de voir parmi ces listes disons, de stratégies ou d'actions ou de politiques de lutte contre les changements climatiques, pour lesquelles on observe des relations finalement qui pourraient être positives, on va dire ça comme ça, en termes de réduction ou de lutte contre les inégalités sociales. Donc ça, je pense que si on arrive à dégager un certain nombre d'actions qui s'inscrivent à la fois dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation des groupes vulnérables, je pense qu'on aura déjà fait un pas dans la réflexion qui serait très intéressant. Donc il y a des outils qui existent, mais je dirais que le plus important, c'est que les acteurs des différents secteurs acceptent de travailler ensemble et d'avoir cette lunette qu'on peut appeler inégalité sociale de santé dans leur réflexion. Merci Tierno. Je vais rebondir là-dessus avec une sous-question, mais là maintenant, je veux entendre Nicolas. On fait quoi et comment, Nicolas, avec toute ton expérience? Si on savait, on aurait déjà réglé le problème climatique. Non, mais blague mise à part, je pense qu'il y a un réel effort, je dirais, pédagogique à faire sur la question des enjeux climatiques, de sortir de quelque chose d'un peu... moi, ce que j'entends beaucoup, le fait de m'occuper de questions environnementales dans la santé, c'est qu'on peut venir avec toutes les questions factuelles qu'on veut ou tous les faits qu'on veut. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est un domaine militant, c'est fini, on peut venir avec tout ce qu'on veut comme fait scientifique, c'est fini. Et je pense qu'on doit quelque part normaliser cette thématique-là comme étant
un déterminant de la santé parmi d'autres sur lequel on doit agir. Il y a un cadre, il y a des faits, il y a des choses qu'on connaît, qu'on a mesurées, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et je pense que de normaliser, de rendre en fait les questions de durabilité, d'environnement dans le commun des discussions comme d'autres choses, comme les questions de déterminants socio-économiques de la santé par exemple, je pense que ça c'est un vrai effort qu'on doit faire. Pour l'instant, c'est encore beaucoup trop marginalisé. Dès qu'on prononce le terme d'écologie, on est considéré comme un extrémiste et on est dans un discours idéologisé, et ce qui n'est pas forcément le cas. Et je pense que là, on a un effort à faire pour rendre simplement cette thématique comme une autre. En santé, notamment, évidemment, quand on parle de ça dans le système de santé, de parler du lien à la nature, moi, je peux tout à fait l'envisager comme le fait de parler d'arrêter de fumer. Donc ça, je pense que là, il y a un vrai effort pour rendre cette thématique normale, entre guillemets. Enfin, je veux dire, elle fait partie de la vie, quoi. Ça, je dirais que c'est une première chose. Et puis, quand on parle justement des disparités, il y a quand même un paradoxe dont on n'a pas tellement parlé encore, c'est que en fait, les plus coupables, entre guillemets, ce n'est pas les plus pauvres, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie inversion des échelles. Et en fait, si on voulait avoir des politiques alors plus individuelles mais ciblées, en fait, on devrait dans les populations les plus aisées, quoi. Et souvent, si on a quelque chose qui arrose l'entier de la population, effectivement, on va se tromper de cible, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Si on refait encore l'analogie avec le tabac, on ne va pas demander aux non-fumeurs d'arrêter de fumer. C'est un peu la même chose avec les questions climatiques. Il y a aussi des énormes disparités en fait en termes de production de gaz à effet de serre, par exemple. Donc là, il y a, je pense, aussi des réflexions à avoir, de dire auprès de qui on va essayer d'agir le plus. Effectivement, le truc de l'arrosage, on sait que ça marche pas. On a vu des expériences catastrophiques. On essaie d'interdire à tout le monde de façon égale l'accès aux villes, par exemple, mais on touche de façon très, très inégale les gens, alors que même les gens qui en souffrent le plus sont ceux qui produisent le moins d'impacts environnementaux. Donc, les efforts de pédagogie, je dirais ça, c'est une chose. Le normaliser cette thématique, c'est une autre chose. Et puis, de bien cibler, en fait, auprès de qui on fait des interventions. Voilà, ça ne donne pas des idées très concrètes. Alors, si je peux donner quand même un exemple pour terminer qui est plus concret, on est en train de faire un certain nombre d'études pour voir quand on aborde, alors mon domaine, c'est plutôt la médecine générale, la médecine de famille, quand on aborde avec des patients la question du lien des co-bénéfices, par exemple. Si on va dans une salle d'attente et qu'on commence à discuter avec les personnes des questions de co-bénéfices, de voir quelle est la réaction des personnes. Est-ce qu'on peut parler de co-bénéfices alimentation, environnement, par exemple? Donc, on voit que là, il nous manque encore une fois un peu le discours. Les gens sont plutôt réticents qu'on leur parle d'environnement dans une salle d'attente ou bien même lors d'une consultation médicale. Donc là, on a tout un discours à créer. On a des outils de comment est-ce qu'on travaille avec les gens pour changer d'habitude. Ça, on sait faire, mais on ne sait pas le faire sur les questions de comportements environnementaux. Donc là, on doit développer en fait un certain nombre de stratégies pédagogiques, de stratégies de communication qui sont encore, à mon avis, assez balbutiantes. Et on a besoin évidemment de la population avec nous. Enfin, on doit développer ça ensemble. Ouais, merci Nicolas. Écoute, en fait, tu consolides certaines perceptions qu'on a. Je pense, Camille, tu voulais intervenir? Ah, il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir. Vas-y, Est-ce que c'est je t'en possible? prie. Bien sûr, bien Merci. sûr. C'est parce que Nicolas t'a parlé de pédagogie et c'est vraiment quelque chose qui me passionne de voir comment on peut enseigner justement la crise climatique, mais de façon plus fun. Et que ce soit avec des personnes de tout milieu, de tout niveau. Et il y a notamment un outil que je trouve super intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat, où il existe aussi Oui, la pas très fresque fun, quand même. C'est vraiment sympa. Il y a la fresque de la biodiversité, il y a la fresque des nouveaux récits aussi. Et ça, vraiment, pour toute personne, que ce soit des professionnels du milieu de la santé, d'entreprises ou même des citoyens, qu'importe, c'est vraiment accessible à tous. Et en fait, pour vous expliquer assez rapidement, la première partie, c'est un jeu interactif où on a des cartes et on comprend vraiment la vision d'ensemble. C'est quoi le climat exactement et comment ça marche, ces mécanismes, et comment ça peut avoir des liens avec la santé. Et ensuite de ça, il y a des discussions. Dans celle de la fresque des nouveaux récits, je l'aime beaucoup parce qu'on va écrire une nouvelle histoire de comment on imagine l'avenir plus tard positivement. Et dans celle du climat, je crois qu'ils font aussi des liens sur ma casquette en tant que professionnel, qu'est-ce que je peux faire? Ma casquette en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Et vraiment, ça, c'est un outil pédagogique, accessible à tous, vraiment intéressant pour sensibiliser et en apprendre plus. Tu voulais dire quelque chose, Audrey? Ah,
Oui, Camille est là. Moi, comme animateur, ma responsabilité première, c'est le respect du temps. Alors, Donc, rapidement, Audrey-Anne, s'il te plaît. oui, ben, je rebondis sur le fait, je vais parler de l'outil de réflexion sur l'adaptation équitable, mais j'ai oublié de le dire qu'on élabore actuellement un jeu sérieux pour que ça soit pas juste un document dans un site Internet, mais qu'on puisse le faire à diverses populations, citoyens, milieux académiques, décideurs, milieu municipal, réseau de la santé. Donc, soyez attentifs, mais ça va être quelque chose qu'on va vouloir déployer pour que ça soit amusant. Merci, Audrey-Anne. Je- Tierno et, euh, Tierno et Nicolas. ouais, Tierno. d'accord. Ok, ça va être très rapide. Moi aussi, alors, on parle d'outils, je travaille sur une trousse pédagogique pour former les gens sur les changements climatiques et la santé. Donc, elle sera normalement en accès libre aussi. Donc, les personnes pourront avoir accès à cette trousse pédagogique lorsqu'elle sera disponible. Merci, Merci. Tierno. Nicolas. C'est rapide aussi, je voulais justement dire, c'est pas que je trouve pas fun, je pense que c'est un jeu extrêmement puissant, les fresques du climat. Mais pour l'avoir expérimenté avec des gens novices sur ces questions-là, souvent il faut faire un peu de débrief à la fin quand même. Parce que quand on voit les voies qu'on doit prendre pour s'en sortir dans le jeu, ça donne l'ampleur du changement. Mais au contraire, moi je suis très très convaincu par ces jeux-là. Mais il faut accompagner ce changement. Oui, ça peut Merci. susciter vachement d'émotions et c'est justement quand on touche un petit peu les émotions que là, on peut prendre un peu plus conscience de ce qui nous entoure. Merci, Camille. Je vais bientôt te laisser le mot de la fin. On avait prévu que c'est toi qui aurais le mot de la fin. Peut-être juste un petit commentaire sur cette notion-là d'avoir un dialogue avec la population. Pas qu'on veut faire la promotion de notre concept de santé durable, mais vous savez, moi, il y a des milliers de citoyens, citoyennes avec qui j'ai ces conversations citoyennes. J'en ai une ce soir dans un centre communautaire. Et quand on parle d'esprit sain dans un corps sain, milieu de vie, environnement sain, sur une planète en santé, vous voyez, on n'aborde pas directement les enjeux de réchauffement climatique. On parle d'un projet de société. Et je peux vous témoigner maintenant, parce que ça fait des milliers de Québécois et Québécoises qui ont entendu ce concept-là. Il n'y en a pas un ou une qui m'a dit c'est un non-sens. Tout le monde comprend. Et donc, vous voyez qu'on amène finalement les enjeux de protéger la planète, mais dans une perspective beaucoup plus large. Un peu ce que Nicolas, tu disais tout à l'heure, de normaliser un peu le discours pour pas que ça ait l'air d'un discours purement écologiste. Ce qu'on veut, c'est de créer une nouvelle société compatible avec la santé humaine, la santé planétaire, la cohésion de nos systèmes. Alors, Camille, ben, dans un premier temps, on va te laisser le mot de la fin. Je veux remercier Nicolas qui, à distance, s'est joint à nous, Tierno, Audrey-Anne. Et là, Camille, ben, le micro est à toi. Wouhou! Merci à tous. Pour le mot de la fin, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'actuellement, vous savez, sûrement que vous avez une télé ou quoi, on a beaucoup de récits catastrophiques qui nous entourent, dignes de films hollywoodiens, ce qui est parfois un peu peinant. Mais en fait, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est de garder espoir. Parce que vous le voyez, là, on est 4 panélistes, Jean-Pierre qui est aussi convaincu en santé durable. Et nous, je peux vous dire qu'on y croit au changement. On est persuadé que on peut créer une santé autrement. On peut envisager que notre planète plus tard, elle aille mieux. Et en fait, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est permettez-vous aussi de voir l'avenir positivement, que ce soit pour vos petits-enfants, pour vous-même. Enfin, on a le droit d'imaginer l'avenir autrement. Et d'ailleurs, j'ai vu une citation de Gandhi qui dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Alors voilà, ce que je vous encourage à faire, soyez le changement. Merci à tous.